Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Frédéric de Welcome Track. Bonjour, Comment vas-tu Frédéric? extrêmement bien. On se retrouve tous les explorateurs du e-commerce pour discuter de communication, de l'aspect de livraison au client final sur l'aspect post-achat. Aujourd'hui c'est ce que tu vas nous présenter pour qu'on comprenne davantage comment on peut faire évoluer ce processus pour les e-commerçants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter Welcome Track? Tout à fait, donc je suis Frédéric, je suis le fondateur et le CEO de Welcome Track. Moi j'ai fondé Welcome Track en 2011 en partant d'un constat. En fait j'étais e-commerçant à l'époque et j'avais des gros soucis, c'est que mes clients m'interrogeaient, me sollicitaient, pour ne pas dire plus, parce qu'ils avaient des problèmes de livraison, ils avaient pas reçu leur colis, ils avaient reçu en retard, des avaries, etc. Et j'étais assez démuni face à ça, parce que moi j'avais fait mon boulot dans le temps, j'avais envoyé les colis extrêmement vite, le plus vite possible en tout cas, et toute l'expérience que j'avais beaucoup de mal à construire était un peu dégradée par le dernier maillon qui est essentiel dans l'e-commerce, c'est celui qui va toucher le client final, et c'est un maillon que je ne maîtrisais pas du tout, sur lequel j'avais aucune info. Donc c'est de cette frustration et de ce problème qu'est partie en fait la création de Welcome Track, donc, qui existe depuis 6 ans maintenant. Globalement, notre job, c'est d'aider les e-commerçants à fidéliser leurs clients entre la commande et la possession. Donc on va vraiment travailler sur toute la phase post-achat, dès que la commande est passée, jusqu'à la possession effective, voire au retour des produits chez le client s'il y a des soucis. Très bien, du coup durant cet entretien, l'idée c'est d'avoir ton retour d'expérience par rapport aux acteurs que tu accompagnes sur cet aspect de communication post-achat. Aujourd'hui, comment ça s'organise pour un e-commerçant, cette logique de communication? Quels sont les processus que tu vois en place aujourd'hui sur les acteurs? Alors, quand on parle d'expérience post-achat, globalement, ça se découpe en 2 phases principales. Il y a une phase de préparation logistique, donc qui est plutôt gérée par le e-commerçant. Ça peut être presté extérieur, et puis il y a effectivement des logisticiens qui peuvent prendre ça en charge. Et puis, il y a ensuite la partie transport, qui est toujours opérée par des acteurs extérieurs, enfin, sauf exception, mais c'est plutôt la norme. Et donc la communication, elle va être différenciée sur ces 2 étapes-là. Alors ce qu'on reçoit systématiquement une fois qu'on a fait une commande, c'est une confirmation de commande. Ça, c'est envoyé par la plateforme e-commerce. Bien sûr. Ensuite, on peut éventuellement, mais c'est pas une constante, recevoir quelques informations sur la préparation. On a généralement un mail de confirmation d'expédition qui va lui aussi partir de chez le e-commerçant. Et après, on rentre dans la phase transport qui peut être un peu plus compliquée pour le e-commerçant. Il n'y a pas forcément la bonne info suffisamment vite pour exploiter. Donc généralement, alors c'est pas le cas chez nos clients heureusement, mais généralement cette phase de communication sur la phase de transport, elle est plutôt laissée au transporteur qui va communiquer sur quelques étapes, mais qui ne sont pas du coup maîtrisées par le e-commerçant. Et qui va surtout communiquer quand tout va bien, mais rarement quand il y a des problèmes. Très bien. Donc là déjà on voit quelques aspects de modification ou d'évolution. Quelles sont toi aujourd'hui les préconisations que tu fais à ces acteurs sur ces schémas classiques? Alors nous, ce qu'on préconise à nos clients, ils sont assez sensibles à ça, enfin ils sont déjà dans cette démarche-là, c'est de maîtriser complètement leur communication. D'accord. Cette phase-là, comme on l'a vu, elle est extrêmement sensible, il peut se passer des problèmes, donc la communication doit impérativement être maîtrisée complètement par le commerçant. C'est lui qui doit pouvoir décider des situations sur lesquelles il va communiquer avec ses clients, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même ses clients et pas les clients des transporteurs, bien sûr, même si certains transporteurs considèrent un peu l'inverse. C'est lui qui doit décider de la forme également de la communication, parce que quand on reçoit un mail d'un transporteur, quand il y a le logo, c'est vraiment le top, mais autrement, c'est un message complètement dépersonnalisé, qui ne prend pas du tout en compte la stratégie de communication du e-commerçant. Donc notre recommandation, c'est vraiment de reprendre la main sur toute cette partie-là, de maîtriser complètement la communication jusqu'au client final. D'accord, de prolonger l'expérience. Parce que c'est ça. C'est ce que tu dis, c'est on est sur un site, j'ai un logo, j'ai une communication qui est adaptée, je suis dans un univers, et puis une fois que je commande mon produit,
c'est fini cet univers, je suis confronté au transporteur et j'ai pas forcément aussi un tiers qui peut être à l'écoute de mes problématiques ou de mes demandes d'informations. Ouais, c'est exactement ça, tu as dit bon terme, c'est tout à fait projeter l'expérience, d'avoir une expérience complètement homogène, de l'arrivée sur le site jusqu'à la possession des produits. Donc d'être dans une immersion complète, homogène, et dans une expérience utilisateur également homogène sur toutes ces phases-là. Très bien. Et du coup, que le e-commerçant puisse projeter sa politique de communication, sa marque tout au long de cette chaîne-là, qui encore une fois est la plus importante parce que c'est celle qui va toucher le client final. Très bien. Quels sont encore les freins pour certains e-commerçants d'aller dans cette logique de prendre possession de cette communication post-achat? Alors, il y a différents types de freins. Il peut y avoir chez certains transporteurs un frein administratif, c'est-à-dire certains transporteurs veulent garder la main sur cette partie de communication, ou ne proposent pas le choix aux e-commerçants de débrancher ou pas la communication qu'ils envoient. C'est de plus en plus rare. Et puis après, il y a surtout des freins techniques, c'est-à-dire pour communiquer aux clients, il faut avoir une connaissance parfaite de la situation de livraison, et il faut avoir cette connaissance-là quasi en temps réel. Donc c'est pas forcément simple d'être capable d'analyser les informations qui vont remonter les transporteurs, voire de la logistique, mais surtout des transporteurs dans lesquels nous nous occupent, de les faire parler, de les rendre actionnables, et tout ça en temps réel, ou en tout cas avec un minimum de décalage avec la réalité. Donc ça, c'est nous ce qu'on propose pour nos clients. On leur donne la possibilité d'actionner ces données qui remontent des transporteurs, mais sans solution comme la nôtre, c'est un peu compliqué pour le transporteur, pour le e-commerçant d'arriver à faire ça. Alors, quels impacts ça a? Parce que ça, on n'en a pas parlé. Tu as parlé de prolonger cette expérience. Je sais que vous mettiez en avant le NPS, notamment pour certains de vos clients. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner des éléments qui permettent d'évaluer l'impact sur une activité commerciale? Alors, l'impact, il est très clair. Il y a un impact NPS, effectivement, qui est réel, qui peut être difficile à mesurer, enfin en tout cas la part de la communication sur la modification du NPS peut être difficile à mesurer. En revanche, il y a un critère qui est extrêmement simple à mesurer, c'est la réduction de taux de contact. D'accord. Ça c'est un peu le problème chez tous les commerçants, c'est qu'ils reçoivent énormément d'appels sur leur centre de contact, enfin des appels ou des sollicitations par mail, par chat, avec une question, c'est les fameux Wizmo, Where is my order. Et ces questions ont absolument zéro valeur ajoutée. Ça encombre le service client. Ça peut représenter jusqu'à 30 à 60% des appels ou des sollicitations de service client juste sur cette question-là. Donc là, l'idée avec cette communication qui va être pertinente, envoyée à la bonne personne au bon moment, ça va être de réduire ce taux de contact. Du coup, de réduire également les coûts qui sont associés à ces contacts. Donc du coup, les équipes sur les centres de relations clients vont pouvoir se concentrer à des choses un peu plus intéressantes, du conseil, de la vente additionnelle, etc. Et côté client, ce sont des clients qui sont rassurés, qui ont eu toute l'information dont ils avaient besoin, et qui n'éprouvent plus le besoin d'appeler le centre de relations clients. Alors, une question, on pourrait se dire que votre solution elle permet de rajouter, de centraliser toute l'information, mais est-ce que ça ne rajoute pas une étape et davantage de travail pour les e-commerçants? Alors, ça rajoute effectivement un peu de travail pour les commerçants parce qu'il va falloir scénariser toute la communication, il va falloir, à partir des appels qu'ils vont recevoir sur le centre de relations clients, ils vont voir les causes principales d'appels et ils vont mettre en place des scénarios pour réduire ces appels-là. Ils vont pouvoir automatiser donc, ces étapes de communication. C'est ça. Alors, une fois que c'est paramétré, ça demande un peu de travail pour être paramétré, évidemment. On n'a rien sans rien. Mais une fois que c'est paramétré, ça tourne de façon complètement automatique. Et l'idée, la bonne démarche, c'est vraiment ça, c'est de prendre tous les appels qui arrivent sur le centre de relations clients, les appels ou les mails ou les appels en chat, d'être capable de les catégoriser, de savoir quels sont précisément les motifs d'appel, et de prendre les motifs les plus importants, et d'envoyer la bonne communication. Ça peut être par mail, ça peut être par SMS, ça peut être par Messenger, ça peut être des chatbots, il y a différents canaux qui peuvent être utilisés, et de voir l'effet que ça a sur les appels. Donc on fait
une boucle de feedback pour regarder est-ce que la communication qu'on va envoyer, les mails qu'on va envoyer, est-ce que ça a réduit les appels ou pas. Si ça les a réduits, tant mieux, c'est la bonne voie, on prend le sujet suivant, le motif suivant et on fait la même chose. Si ça les a pas réduits suffisamment, on adapte le message, on change le wording, on change les situations pour arriver à cette réduction de taux de contact. D'accord. Donc vous êtes sur plusieurs logiques de prolonger cette expérience utilisateur et d'être très proactif pour réduire les points de contact avec le e-commerçant. C'est ce qui vous permet d'accompagner au mieux et de décharger les e-commerçants dans leur flux quotidien. Et encore une fois, de les réduire sur des contacts qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui coûtent de l'argent pour rien et qui traduisent en plus un début de mécontentement du client. Quand on appelle sur un service client pour savoir où est sa commande, on est au mieux anxieux et éventuellement déjà un petit peu énervé. Donc si on arrive à fournir l'information au destinataire final dont il a besoin et qui lui évite d'appeler, qui lui évite d'avoir envie d'appeler le service client, on fait vraiment d'une pierre deux coups, on réduit les coûts côté service client et en plus on accroît la satisfaction client, la sérénité du client. Très bien, je pense qu'on a toutes les clés pour les e-commerçants pour améliorer cette communication post-achat. Frédéric, je te remercie pour ton temps. J'invite les spectateurs à trouver plus d'informations sur le site de Welcome Track, à te contacter directement via LinkedIn s'ils veulent plus de précision pour améliorer leur stat pour leur service client. Merci beaucoup.